La Guyane et le Suriname ont depuis ce matin des frontières maritimes redélimitées. Un accord vient d'être signé au ministère des Outre-mer entre la ministre Annick Girardin et la ministre des Affaires étrangères du Suriname. Nous y reviendrons. 11e lancement réussi pour la fusée italienne Vega. Hier soir, le satellite Mohamed 6A a été envoyé sur orbite. Il s'agit d'un satellite d'observation de la Terre pour le compte du Royaume du Maroc. Enfin, la deuxième vie des bouchons plastiques est solidaire et écologique. Grâce à l'action Bouchons d'amour, plus d'1 tonne de bouchons plastiques ont été récoltés cette année en Guyane. Les détails à suivre. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ces tranches d'informations. Pour ouvrir ce journal, ces images du navire Proteus qui a quitté le port de dégradé Cannes cet après-midi. C'est le navire de la société Total qui servira à lancer une campagne océanographique au large de la Guyane. Souvenez-vous, en septembre dernier, Total a obtenu le permis exclusif de recherche Guyane maritime. Total envisage de terminer le programme d'exploration sur ce permis par le forage d'un dernier puits fin 2018. Alors que le président de la République Emmanuel Macron estime que le projet de la Montagne d'Or peut être bon pour la Guyane, son ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot s'est dit opposé à ce projet. Il s'est exprimé ce matin sur l'antenne de BFM TV. Regardez. Et j'ai une dernière question sur la Guyane, le projet de mine d'or géante qui inquiète beaucoup en Guyane. Quelle est votre position sur le sujet ? Écoutez, moi, pareil, je n'ai pas changé d'avis, je suis pas favorable à ce projet parce que d'abord, je comprends, plus que je comprends les inquiétudes des Guyanais qui ont besoin d'avoir une activité économique. Pour l'instant, le projet en l'état, je pense que c'est un projet qui est purement spéculatif. Et donc, je ne pense pas que ce soit un projet qui soit vraiment fait pour créer de l'emploi. Et en tout cas, ça va faire très cher à l'emploi créé. Donc, voilà, moi, c'est mon sentiment. Vous êtes opposé à ce projet parce que je pense qu'il y a des impacts environnementaux. Et pour un bénéfice économique et un bénéfice d'emploi, me semble-t-il, assez réduit. Maintenant, le président a demandé justement à ce que les Guyanais s'emparent de ce projet au sens de la réflexion, qu'il y ait un débat public. J'ai exprimé mon opinion, mais les Guyanais cumulent déjà tellement de difficultés, c'est à eux maintenant d'en décider. Je vous le disais en titre, ça y est, c'est acté. La Guyane et le Suriname ont depuis ce matin des frontières maritimes redélimitées. Un accord vient d'être signé au ministère des Outre-mer entre la ministre Annick Girardin et la ministre des Affaires étrangères du Suriname. Depuis que la frontière entre les deux États a été fixée par le traité Utrecht en 1713, la délimitation varie d'une carte à l'autre. Reportage d'Éric Dupuis. Bonjour. Ça va bien, merci beaucoup. Bienvenue dans ce ministère. Une accolade, puis une signature pour clarifier le flou qui entoure le fleuve Maroni depuis des siècles. Au-delà de définir les espaces maritimes et économiques, cet accord veut renforcer la lutte contre le trafic de drogue, la pêche illégale et l'orpaillage clandestin de part et d'autre de la frontière. Et plus encore, renforcer les liens entre les deux pays. Prenez-le comme un pas de plus vers cette amitié qui nous unit entre le Suriname et la France, cette volonté de coopération régionale que nous avons, que nous voulons mener sur différents sujets, bien sûr, que sont les questions de sécurité, les questions de justice, les questions policières, mais tout ça dans l'intérêt de nos populations. Il faut dire que sur place, les forces de l'ordre surinamaises et françaises sont déjà coordonnées dans des actions communes aux abords de la frontière. Et encore plus depuis le 24 octobre dernier, avec l'accord de coopération policière ratifié par le Parlement du Suriname, mais qu'il faut renforcer. On a évoqué la possibilité de reconduire les détenus surinamais chez eux. On sait à quel point c'est rendu difficile parce qu'il y a des aspects qui sont liés au social, qui sont liés aux habitudes et qu'on n'arrive pas à défaire. Des habitudes difficiles à défaire, surtout quand les deux voisins partagent le grand fleuve et pour certains la même langue. Pour les deux pays, c'est une nouvelle étape. Nous espérons qu'avec l'écriture de cette nouvelle page de l'histoire, nous pourrons trouver de futurs accords qui iront encore plus loin dans l'exploitation des opportunités qui existent entre nos deux pays. Mais il reste encore du chemin à parcourir. Pour l'heure, beaucoup d'accords déjà signés ne sont pas encore appliqués par le Parlement surinamais. C'est le cas de l'accord de réadmission des clandestins, signé depuis 2004.
Le dépôt des listes pour la nouvelle élection de la Chambre des métiers se poursuit jusqu'à lundi, date limite des inscriptions. Cette année, 2 listes supplémentaires sont en lice, 4 en tout. Franck Luison, tête de la liste artisan Guyane déterminée, a fait la démarche en préfecture ce matin. Son interview au micro de Chrysler Phillips et de Kerun Elcide. J'ai décidé de déposer une liste pour changer le quotidien de nos artisans en Guyane. Parce que je prends l'exemple, moi, artisan depuis 30 ans en Guyane, je considère que nous sommes très mal servis par nos différentes chambres qui doivent nous accompagner. La liste précédente, c'est-à-dire la liste de M. Alcide, effectivement, il était venu me chercher. Alors j'avais accepté volontiers pour travailler. En peu de temps, je me suis rendu compte que c'est du pareil au même par rapport à l'équipe précédente. Notre liste, c'est que des chefs d'entreprise qui n'ont jamais fait faillite. Des chefs d'entreprise, ça fait des années qui travaillent, certains plus de 20 ans qui sont artisans. C'est des gens qui ont envie de travailler et ce sont des gens qui aiment la Guyane, ce sont des vrais artisans. C'est ces gens-là qui sont sur notre liste. Le changement déjà rend plus accessible la chambre pour les artisans. La formation professionnelle, quand je dis professionnelle par rapport à nos artisans, nous faire des formations qui puissent être un peu à jour par rapport à nos quotidiens au niveau de leur métier. L'apprentissage, surtout l'apprentissage, parce qu'aujourd'hui, il y a des métiers qui se meurent par manque de formation. Et puis cette commémoration ce matin au pied de l'Arc de Triomphe des combattants morts pour la Guyane, pour la France plutôt, des combattants ultramarins. Nous avons rencontré Gabriel Serville lors de cette commémoration. Écoutez son interview au micro de Solène Boissé. On se rend compte qu'il y a une dilution dans le temps parce que la nouvelle génération ne se sont pas forcément impliqués dans cette action de mémoire. Maintenant, c'est à nous qu'il appartient de tout mettre en place pour que la mémoire ne s'estompe pas et que personne n'oublie ce qui s'est passé, qu'on n'oublie pas ces sacrifices de l'époque. C'est un combat que nous, les parlementaires, devons continuer à mener aux côtés de la société civile qui aura aussi son mot à dire pour que dans chaque ville, que dans chaque quartier, il y ait ces mémorials, qui aient ces lieux de mémoire pour que jamais on oublie ce qui s'est passé. Et la phrase du jour est celle d'Isabelle Passion, 3e vice-présidente de la CTG. Je cite, « Voir des anciens ministres aigris qui font des commentaires sur la CTG, c'est lamentable ». Isabelle Passion a vivement réagi aux propos de Bernard Cazeneuve, l'ancien ministre de l'Intérieur. Dans son livre intitulé « Chaque jour compte », son nez pris à Rodolphe Alexandre et à la CTG suite aux événements de mars-avril dernier. L'ancien ministre estime notamment que la communication des élus locaux était ambiguë. Et puis le bassin de la ZAC Hibiscus couvert depuis quelques semaines de plantes aquatiques. Les joggers se plaindraient des odeurs qui émanent du bassin. Que fait le service technique de la mairie de Cayenne? Le directeur s'est exprimé. Eric Théolade était au micro de Galwassim. Il s'agit de jacinthes d'eau, sûrement qui émanent d'une propriété privée. Donc effectivement, on contamine ce plan d'eau. Nous prévoyons d'arracher ces jacinthes d'eau de façon à ce que, puisque c'est quand même une plante invasive et qui a tendance à étouffer tout ce qui existe dans le bassin. Donc ce que nous allons entreprendre, ce sont les enlever. C'est un bassin de rétention, donc de compensation des eaux pluviales. C'est un bassin qui a de l'eau qui circule, mais qui est, vu le volume d'eau, ce n'est pas un cours d'eau. C'est bien un bassin qui retient les eaux pluviales. Donc il y a de l'eau qui arrive, mais il y a aussi de l'eau qui sort. Donc il y a quand même un mouvement d'eau, mais compte tenu de sa capacité au bassin, ça ne se voit pas à l'œil nu. Nous allons intervenir. Vous savez, quand vous faites une intervention, vous devez d'abord solliciter des entreprises de façon à ce que vous ayez des prix. Donc nous sommes dans cette phase-là et nous pensons très bientôt pouvoir faire une intervention. 11e lancement réussi pour la fusée italienne Vega. Hier soir, le satellite Mohamed 6A a été envoyé sur orbite. Il s'agit d'un satellite d'observation de la Terre pour le compte du Royaume du Maroc. Il sera dédié aux activités cartographiques, cadastrales également, à la prévention des catastrophes naturelles, mais aussi à la surveillance des frontières du littoral marocain. Regardez ce reportage de Pierre Tréfou et de Galwassim. 3, 2, 1... Top. À image P80. Pour son 10e lancement de l'année et le 11e avec le lanceur Vega depuis le début de son exploitation, Ariane Espace a lancé hier à Kourou le satellite marocain Mohamed 6 avec succès. C'est un lanceur qui remporte vraiment un succès sur le marché. Il répond à la fois à des besoins
gouvernementaux, comme c'était le cas aujourd'hui, à des besoins plus commerciaux. Aujourd'hui, on a déjà encarné 9 missions, 9 lancements Vega et Vega C, 6 pour Vega, 3 pour Vega C. Donc effectivement, c'est vraiment un lanceur qui est très demandé. On a des prospects en cours et des négociations en cours pour 2 nouveaux lancements de Vega et de Vega C dans les années qui viennent. Ce satellite d'observation de la Terre pour le Royaume du Maroc a été développé par le consortium Thales Aliena Space en tant que mandataire et Airbus en co-maîtrise d'œuvre. C'est le premier satellite marocain lancé par Arianespace, oui. Il y avait déjà eu un petit satellite, un microsatellite qui avait été fait par le Maroc, qui avait été lancé il y a quelques années, qui faisait quelques dizaines de kilos. Donc c'était absolument pas la même classe de satellite que celui qu'on vient de lancer ce soir. C'est un satellite très très important pour le Royaume du Maroc. Et nous, Arianespace, effectivement, on est très fiers d'avoir fait décoller ce premier satellite d'observation de la Terre pour le Maroc. C'est la 8e fois que le lanceur polyvalent Vega réalise une mission au service de la Terre. Entre 9 et 10 vols de Vega et Vega C sont déjà prévus entre 2019 et 2021. Un tour en Guadeloupe à présent. 3 mois après le passage de l'ouragan Maria, certaines familles n'ont toujours pas accès à leur ligne téléphonique. C'est le cas de certaines personnes âgées à la section Rigolette du Vieux-Fort. Ils aimeraient bien que leur cas soit pris en compte. Reportage d'Anne-Elisabeth Arsène. Impossible de passer à côté. Ils sont partout. Henriette vit entourée de ses câbles téléphoniques depuis le passage de Maria. Une situation délicate pour cette mamie de 90 ans. Ma fille avait demandé pour venir l'arranger. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais fait. Tu vois le poteau qui est par terre là. Et s'il était tombé sur la maison, il s'est réfléchi. Hein. Tout un poteau qui était là aussi ensemble avec l'autre. Et l'autre est cassé. Et l'autre est cassé, le moitié. Mais jusqu'à maintenant, j'en ai pas de téléphone, j'en ai pas. Et je suis âgée de 90 ans. Ma fille, elle était obligée d'acheter un téléphone portable pour moi. Et elle a même acheté 2. Une à Vieux-Fort et une elle est envoyée de France. Et c'est même pas le faire. Georgette est elle aussi impactée par ce problème téléphonique très contraignant pour cette maman et ses enfants. J'habite à Rigolette. Et depuis le cyclone, je n'ai pas de téléphone. C'est coupé vraiment à la maison. Le fil qui sort dans le poteau de téléphone pour entrer chez moi, c'est coupé. Et j'ai des enfants en métropole, je ne peux pas l'appeler. Mais j'ai mon portable et ça passe pas tous les jours. Ça passe pas, c'est pas tout le temps ça passe. Les enfants m'appellent, c'est pas par moment. Hier, ma fille m'a appelé, je l'ai eu, mais elle m'a dit, ça fait plusieurs fois qu'elle m'appelle et elle ne me joint pas. De Basse-Terre au Gosier, c'est tout le territoire guadeloupéen qui subit encore, 3 mois après le passage de ce phénomène météorologique, les conséquences des dégradations du système téléphonique de l'opérateur public. La préfecture invite d'ailleurs les abonnés à se rendre sur leur site pour d'éventuels recours auprès des services concernés. Et toujours concernant les suites du passage des ouragans Maria et Irma, le SAMU social et la cellule de coordination des dons remercient les donateurs. Lundi prochain, un conteneur de 40 pieds rempli de denrées alimentaires et de fournitures scolaires ainsi que de vêtements sera envoyé par bateau à Saint-Martin. Vous avez encore jusqu'à demain pour déposer vos dons au centre commercial Family Plaza. Serge Océan, coordinateur de l'action, était au micro de Gaël Wassim. On peut se dire qu'on a pu quand même collecter une grande quantité pour préparer un conteneur de 40 pieds et qu'on peut estimer, ça peut être 20 tonnes de denrées alimentaires mélangées avec des vêtements, des packs d'eau, qu'on a pu préparer des kits alimentaires pour les familles. Et puis, il y a aussi de la nourriture pour les bébés. Donc, on a pensé à tout le monde. Nous disons aussi un grand merci à tous ceux qui ont participé et qui continuent encore à participer parce que nous sommes là jusqu'à jeudi pour pouvoir terminer la grande journée. Ça commencera depuis vers 16h jusqu'à 21h pour que les gens qui veulent encore donner peuvent toujours venir
participer, donner quelque chose, surtout les dons financiers. On en a besoin pour payer ce qu'on doit payer parce qu'on est en train de préparer une délégation pour partir aussi à Saint-Martin pour pouvoir accueillir et ensuite travailler en collaboration avec les instances référentes à Saint-Martin, assurer une bonne participation, une bonne distribution et retourner ici en Guyane avec des images pour pouvoir montrer à la population où sont passés leurs dons. Donc nous pensons que nous avons encore grand besoin de la population pour pouvoir nous aider, nous soutenir. Plus d'1 tonne de bouchons plastiques récoltés cette année en Guyane dans le cadre de l'action solidaire Les Bouchons d'amour. Il s'agit d'une initiative solidaire et écologique. La revente de ces bouchons devrait permettre de les vendre à des fabricants de palettes plastiques et permettre donc d'acquérir du matériel pour les personnes en situation de handicap. Reportage de Gaël Wassim. La solidarité peut parfois se cacher dans des bouchons. Une collecte de bouchons plastiques sur l'ensemble du territoire guyanais est actuellement en cours avec l'association Bouchons d'amour de Guyane. La collecte des bouchons en plastique, c'est surtout par rapport à l'environnement durable. C'est le fait de collecter des bouchons pour pouvoir les acheminer, pour pouvoir les recycler. Le principe sur toute la Guyane, nous faisons de manière à ce que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau mairie, que ce soit au niveau collectivité et établissement, de manière à ce que tout citoyen puisse récupérer ces bouchons. C'est un acte avant tout citoyen, de manière à ce que ces bouchons puissent être recyclés. En partenariat avec la municipalité de Cayenne depuis juin 2017, l'association vise à sensibiliser la population lors des différentes manifestations, le but étant de collecter le maximum de bouchons. Il y a eu un énorme travail de communication au sein de la ville, d'abord auprès des agents. Donc on a collecté des bouchons dans tous les services municipaux. Et il y a eu des collectes sur les stands lors des manifestations entre juillet et jusqu'à maintenant. Donc le partenariat va s'achever le 26 novembre. Et il y aura une remise officielle à la fin du mois dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. Un véritable élan éco-citoyen et solidaire en ayant pour but d'améliorer la vie des personnes en situation de handicap en Guyane. L'acte citoyen que l'on fait pour collecter ces bouchons, c'est pour des personnes qui sont en Guyane. C'est pour la Guyane au niveau de l'environnement durable, de façon à ce qu'on ait une Guyane encore plus propre. Et cet acte citoyen pour des Guyanais qui se trouvent sur notre territoire pour les aider dans leur quotidien. La collecte de bouchons continue sur l'ensemble du département, l'occasion pour vous de donner une seconde vie à ces petits outils du quotidien. Une page de culture avec les rencontres photographiques de Guyane. Elles se poursuivent jusqu'au 26 novembre sur tout le territoire avec au programme des expositions, des conférences, des ateliers. Ce soir, nous vous proposons le portrait de 2 photographes. L'un est un doco de la culture guyanaise, photographe et peintre ainsi qu'historien autodidacte. L'autre est lauréat du prix HSBC en 2015. Ce prix récompense les photographes de talent peu connus. Portrait de Pierre Servin et de Guillaume Martial dans ce reportage de Pierre Tréfou. Les rencontres photographiques de Guyane continuent cette semaine avec la découverte de l'exposition de Guillaume Martial, Ibis Cube, une plongée dans l'espace urbain guyanais et son appropriation face à la nature. Je voulais questionner ici l'architecture, l'espace urbain dans un milieu naturel, en Amazonie. Donc c'était comment aujourd'hui les populations, aujourd'hui mais aussi avant, comment on habite un territoire naturel. Moi, j'ai une photographie, on va dire, qui est mise en scène. Donc, ça se base sur un travail du réel, en même temps la ville, l'espace urbain qui est bien existant. Mais là-dessus, je vais greffer, on va dire, une narration imaginaire par le biais de la mise en scène d'un personnage, souvent seul dans l'espace. Donc ce personnage va aller dialoguer avec l'espace et c'est lui qui va nous raconter une histoire. J'ai choisi de représenter un personnage oiseau symbolisé par l'ibis rouge, emblématique de la Guyane. En même temps, c'est pas vraiment un ibis rouge parce qu'il n'est pas rouge, il a une couleur beaucoup plus orange. Donc c'est un oiseau hybride. Cet oiseau, il est plutôt solitaire déjà à la base. Et j'avais pas besoin de plusieurs oiseaux pour raconter l'histoire.
Parce que c'est comme si l'oiseau, c'est un oiseau migrateur déjà, l'ibis, et il revient sur son territoire, il se demande, il voit plus la forêt et, comme il l'avait avant, il voit des constructions humaines, et il se demande comment il peut bien habiter là-dedans. Au salon préfectoral, c'est un grand de la photographie guyanaise qui est mis à l'honneur. Le photographe Pierre Servin. C'est sa fille qui nous présente la rétrospective de son père. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais que 5 ans, donc les souvenirs, ça m'échappe un petit peu. Quand il y a des événements comme ça officiels, papa ne nous emmenait pas. Mais quand il fallait qu'il sillonne un petit peu certaines routes de Guyane, c'est vrai qu'il nous embarquait tous dans cette Fiat. Gaston Lindor, qu'on honore en ce moment. Et cette photo-là, c'est elle de papa. Mon papa est un bon vivant quand même. Là, vous avez aussi le fameux Dancing Nana, vraiment. C'est pour la raison pour laquelle je dis aux Guyanais de venir voir, parce qu'ils seront étonnés de voir certaines images, certains clichés. Ouais, le fameux carnaval de Guyane. Il n'y avait pas de protocole à l'époque. Voilà, cette image-là, ça m'a beaucoup marqué. Et pourtant, je n'avais que 3 ans à l'époque. L'arrivée du général de Gaulle. Les rencontres photographiques de Guyane proposent des soirées d'ouverture, vernissage, mais aussi des projections en plein air à Cayenne, comme à Saint-Laurent-du-Maroni, et se terminent le 26 novembre prochain. Un tour en Martinique à présent avec cette petite révolution en matière de fabrication d'alcool. Si la Martinique est bien connue en tant que terre de rhum, elle le sera bientôt pour son whisky. Le fût de la distillerie, des fûts de la distillerie JM accueillent désormais des litres de spiritueux à base de malt et d'orge pour les faire vieillir. D'ici janvier prochain, 10 000 bouteilles sortiront de l'usine sous l'appellation Daïkan. Reportage de Jean-Marc Dabreux. La distillerie JM, réputée pour son rhum vieux, produit depuis 1 an maintenant un tout autre spiritueux. Donc nous voici dans l'un des chais des rhums JM à Macouba. Et donc dans cet espace, nous stockons et nous faisons vieillir nos différents lots de whisky. Le processus d'oxydation, de réduction, de vieillissement va s'opérer dans ces fûts. Et on va regarder attentivement pour chaque lot de fûts différent quel est le côté bonificateur qui va nous permettre d'élaborer après en assemblage un whisky de premier ordre. Un vieillissement sous les tropiques implique une évaporation 5 fois supérieure que sous un climat continental. Mais au final, le produit n'en est que bonifié. 1 an de vieillissement en Martinique équivaut à 5 ans en Europe. On retrouve un peu la Martinique en fait au nez et on a quand même les caractères du whisky qui sont bien présents, notamment en bouche avec les notes céréalées qui sont présentes. Certains amateurs n'y verront que du feu. Alors ? Non, ça va. Ça va. Ça reste un produit noble, on va dire. Il a pas un petit goût de rhum, ce whisky ? Un petit peu quand même, un petit peu rhum ambré. D'autres apercevront très vite la subtilité. Non, c'est des whisky. Pas de lézard, c'est vraiment du whisky, oui. Du whisky made in Martinique. Derrière ce rêve, l'envie d'un amateur désireux de créer un produit innovant. L'idée d'utiliser des caractéristiques qui agissent sur 80% du profil aromatique d'un whisky et de trouver un endroit où on puisse avoir les meilleures conditions qui soient prouvées pour élaborer un whisky différent. D'ici 1 mois, 10 000 bouteilles seront commercialisées, disponibles chez les cavistes ou sur Internet. Nous voici arrivés à la fin de cette tranche d'informations. Je vous en rappelle les principaux titres. La Guyane et le Suriname ont depuis ce matin des frontières maritimes redélimitées. Un accord vient d'être signé au ministère des Outre-mer entre la ministre Annick Girardin et la ministre des Affaires étrangères du Suriname. 11e lancement réussi pour la fusée italienne Vega. Hier soir, le satellite Mohamed 6A a été envoyé sur orbite. Il s'agit d'un satellite d'observation de la Terre pour le compte du Royaume du Maroc. Enfin, la deuxième bille des bouchons plastiques solidaires et écologiques. Grâce à l'action Bouchons d'amour, plus d'1 tonne de bouchons plastiques ont été récoltés cette année en Guyane. Nous en parlions. Merci de nous avoir suivis. Prochain point d'actualité dans quelques minutes avec nos confrères de BFM TV. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.